Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du bloc cervical intermédiaire éco-guidé en postant donc cette nouvelle vidéo. Il s'agit d'une conférence que j'avais réalisée lors du congrès des AEA à Clermont-Ferrand, atelier d'échographie en anesthésie. Ce congrès se tient d'ailleurs chaque année en début décembre, donc je vous invite fortement à y participer. Vous trouverez le lien pour l'inscription juste en dessous. Et donc cette vidéo présente quelques aspects théoriques mais aussi surtout pratiques pour la réalisation de ce bloc cervical intermédiaire et qui est très utile pour d'une part la chirurgie carotidienne quand on la réalise sous ALR seul, mais aussi également pour toute l'analgésie cervicale et en particulier lors de la chirurgie thyroïdienne par exemple. Voilà, donc pour rentrer rapidement dans le vif du sujet, la chirurgie carotidienne représente environ, est représentée environ par 6000 en artériectomie carotidienne par an en France. Les indications sont essentiellement les sténoses symptomatiques ou asymptomatiques quand il y a une sténose de plus de 70%. Les territoires concernés par cette chirurgie, les dermatomes, grosso modo, donc c'est, ça marche le truc là, oui. C'est donc cette zone-là, la zone d'incision, et les territoires essentiels qui nous intéressent, c'est C2, C3 et C4. Voilà, quand on regarde un petit peu l'innervation du plexus cervical, il y a un plexus cervical profond qui est ici représenté en jaune, et puis un plexus cervical superficiel qui est ici représenté en bleu. Et rien qu'à voir cette diapositive, vous voyez que l'innervation de la région, elle est très complexe, il y a pas de systématisation, il y a des nerfs un petit peu partout, donc c'est pas comme un nerf périphérique, nerf ulnaire, etc. Vous voyez que c'est tout ce plexus-là qui va être intéressant. Et pour remettre les choses un petit peu d'emblée, en termes de la nomenclature, remettre les choses en place, il y a 3 types de blocs cervicaux. Un bloc cervical superficiel qui correspond en fait sur cette coupe du cou ici vraiment à l'infiltration sous-cutanée de la région du cou, au-dessus du fascia cervical superficiel. Le bloc cervical profond qui lui est sous ce fascia cervical profond ici, et celui qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, le bloc cervical intermédiaire, donc c'est donc situé au niveau de cet espace cervical postérieur entre les deux fascias superficiels, cervicaux superficiels et profonds. Ça c'est important parce qu'on parle souvent par défaut du bloc cervical superficiel, or il s'agit en fait d'un bloc cervical intermédiaire. Donc rapidement le bloc cervical profond, que peut-être certains d'entre vous ont connu ou utilisé, c'était trois injections assez profondes, quasiment, vous voyez, dans l'espace péridurale, qui a été porteur de nombreuses complications avec des ponctions vasculaires ou des injections péridurales. Donc ce bloc-là est potentiellement dangereux et donc doit être oublié. Le fameux bloc cervical superficiel qui correspond en fait à cette infiltration un peu en moustache ici, vous voyez, en éventail, là, au niveau de la zone sous-cutanée ici du cou. C'est juste en fait l'infiltration de la zone sous-cutanée cervicale qui est donc représentée par ce bloc cervical superficiel. Et donc ce fameux bloc cervical intermédiaire qui lui est situé sur cette coupe cervicale. Ici on a l'habitude de voir ça pour les accès vasculaires en particulier. Eh bien c'est le sternoclédomastoïdien qui est ici et juste en dessous, là dans cet espace qui est là et qu'on décolle ici avec l'anesthésique locale, c'est vraiment sous le muscle sternoclédomastoïdien. Ça s'appelle l'espace cervical postérieur et c'est cet espace qui va être intéressant pour la chirurgie de la carotide en particulier, ou éventuellement aussi l'analgésie après chirurgie de la thyroïde par exemple. Donc là je vais vous présenter 2 études pour décrire un petit peu ce bloc en chirurgie carotidienne, qui sont sorties quasiment simultanément. La première, donc publiée par Martius et Vicius, c'était donc en 2012, 60 patients, c'était de la ropivacaïne à 7,5 mg postérieur, et ce bloc cervical intermédiaire était réalisé par voie postérieure, c'est-à-dire comme une voie centrale, comme on a l'habitude de faire souvent, donc par voie postérieure d'abord, ou en tout cas latéral, de latéral à médial. Il y avait donc une infiltration de 10 millilitres d'anesthésique locale au contact ici autour de la carotide. Donc ici c'est le postérieur, la face postérieure, ici c'est la face antérieure.
Donc une injection ici en péricarotidien de 10 ml, 10 ml qui était injecté donc sous le sternoclédomastoïdien dans cet espace cervical postérieur, et puis un bloc superficiel, cervical superficiel qui était réalisé avec une infiltration sous-cutanée de 10 ml de la solution. Alors, ce qui est important à savoir quand on fait de la chirurgie carotidienne avec ALR, c'est qu'il y a une nécessité quasiment de une fois sur deux de complément d'anesthésique locale, d'infiltration par le chirurgien, en particulier souvent sur les zones un petit peu hautes d'incision ou parfois autour de la carotide. Vous voyez là sur les 60 patients, il y avait 28 qui avaient eu besoin d'un petit peu d'infiltration d'anesthésique locale. Ça, j'insiste un peu parce que c'est vraiment important quand on se lance ou quand on fait de la chirurgie carotidienne avec ALR. Eh bien, il faut savoir qu'il y a vraiment une nécessité de coopération avec le chirurgien et savoir qu'infiltrer un petit peu 2-3 millilitres d'anesthésique locale, c'est très fréquent. C'est pas du tout un échec de la technique, bien au contraire, mais ça fait partie de ce qu'il y a à faire dans ce cas-là. Les effets indésirables aussi qu'on peut retrouver dans cette étude, et là j'insiste aussi un petit peu parce qu'ils étaient quand même assez nombreux. Vous voyez, 72% ça c'est la voie rauque, 37% de syndrome de Claude Bernard Horner, 20% de tout, ce qui peut être gênant. Moi j'ai eu effectivement un patient aussi qui a toussé, donc on a dû attendre une bonne heure, voire plus que la quinte de tout passe pour pouvoir faire la chirurgie. Et puis de manière plus anecdotique, des paralysies faciales ou des dysphagies qui sont liés donc à l'innervation de la région. Et d'ailleurs, au passage, j'en profite pour revenir sur cette coupe-là, parce que vous voyez ce qui nous intéresse. Donc là, on a la carotide, et puis tous les petits nerfs qui sont ici, c'est un peu là que passent tous ces nerfs qui nous embêtent et qui donnent des toux, des voies rauques, etc. Vous voyez plutôt ici à la face postérieure de l'artère, et un petit peu moins ici à la face antérieure. Ça c'est important, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Voilà, et puis donc la technique de bloc cervical intermédiaire pavoire postérieur, vous voyez, il y avait un très fort taux de satisfaction de la part des patients ou des chirurgiens de la technique, et j'insiste encore, malgré, vous voyez, le recours à quasiment un patient sur deux à une infiltration d'anesthésique locale ou une petite analgo-sédation éventuellement avec rémifentanil, midazolam ou autre. Voilà, je vous présente maintenant cette deuxième étude qu'on a publiée juste un petit peu plus tard avec mon ami Paul Zetlaoui, ici présent dans la salle. Cette étude, elle est née à Amsterdam lors d'une balade sur les canaux d'Amsterdam. On en a discuté de ça avec Paul. Et donc, en fait, l'idée, c'est de se dire, ok, la voie postérieure, mais il y a le lit, on peut être gêné, parfois fortuner le patient. Donc, pourquoi pas, tout simplement, arriver par voie antérieure, ce qui est vraiment beaucoup plus simple. Donc, faisons et voyons. Donc on a décrit cette technique, donc le bloc cervical intermédiaire pavois antérieur, une sonde linéaire standard avec une aiguille plutôt de 80 mm parce qu'on va aller chercher plutôt l'injection du sternoclédomastoïdien un petit peu postérieure, justement, comme je vous montrais tout à l'heure, avec l'issue des différentes racines. Et donc là, c'est la bord antérieure, vous voyez, ça c'est mes mains, et ça c'est le sternoclédomastoïdien ici. Alors là, pour les raisons de l'image, la ponction est assez basse au niveau du cou, c'est tout vous montrer, mais en fait, au départ, on monte la sonde à peu près jusqu'ici pour avoir à peu près la bifurcation carotidienne au niveau de C4. Donc juste cette image-là, c'est pour vous montrer le point de ponction, mais en fait, le niveau de ponction est plus haut, juste au niveau de la bifurcation carotidienne. Et donc, par cet abord antérieur, on a administré la même chose. Bon, nous, c'était de la Ropie à 5. 5 ml qu'on va administrer ici. Donc là, vous reconnaissez la carotide. 5 ml ici d'infiltration autour en péricarotidien. Puis, on va ensuite injecter les 10-15 ml sous le sternoclédomastoïdien. Et puis, éventuellement, terminer par une infiltration en superficielle que je ne fais plus maintenant systématiquement. J'en toucherai un mot tout à l'heure. Alors un film rapide, en espérant qu'il marche. Voilà, vous voyez donc la carotide ici. Abord antérieur, ça c'est l'aiguille qui arrive par là. On la voit pas très bien, mais on la verra un petit peu mieux tout à l'heure. Là, je commence à injecter un petit peu, vous voyez, 5 ml là autour de la carotide. Ici. Voilà, un petit peu l'injection là autour de la carotide. Et puis ensuite, je vais rediriger l'aiguille pour aller sous le sternoclédomastoïdien. Et vous voyez plutôt assez loin, à peu près à l'issue des racines dans ce coin-là.
Voilà, donc vous voyez, c'est très très simple, sous le sterno, un peu comme un tab-bloc ou équivalent, donc c'est au niveau de ce fascia ici. Et puis donc l'injection d'une quinzaine de millilitres, voyez, et qui a avec un beau décollement ici du sterno. Bon là bien sûr j'ai pris un joli film, c'est pas toujours aussi joli, mais en tout cas l'idée c'est vraiment d'aller injecter sous le sterno ici. Et si vous faites de la chirurgie thyroïdienne par exemple, bah, c'est juste l'analgésie, c'est juste l'infiltration sous le sterno, il n'y a pas besoin de l'injection péricarotidienne. Voilà, donc juste, alors après ce film, non, c'est pas ça. Voilà, après ce film, donc là je vous montre nous les besoins en supplémentation d'anesthésique locale qu'on a eu aussi dans cette étude. Hein. Je sais plus qu'on avait de patients, mais une centaine de patients, 120, quelque chose comme ça. Vous voyez là aussi, grosso modo, on est à peu près à 50% de supplémentation d'anesthésique locale par le chirurgien, ou sur la ou sur la gaine carotidienne, ou parfois un petit peu, comme c'est assez haut, hein, vers cette zone-là assez supérieure de la zone d'incision. Probablement, j'imagine qu'il y a des petites branches du 5 qui doivent venir par là, ou je ne sais pas. Enfin, en tout cas, c'est important de savoir ça. Et ce qui nous a quand même intéressé, c'est que les effets indésirables, vous voyez, étaient beaucoup moins fréquents que dans l'étude précédente, hein, essentiellement de la raucité de la voix, donc quand même pas très gênant, un petit peu de toux, de paralysie faciale, etc. On a eu une conversion en anesthésie générale sur les 120 patients qu'on a fait à peu près, non pas parce que le bloc était inefficace, mais juste parce que la chirurgie a duré longtemps, 2 heures, 3 heures, et que le patient il n'en pouvait plus, donc on a dû le convertir convertir en AG parce qu'il était agité. Mais vous voyez, je vous ai remis ici les taux d'effets indésirables par rapport à la voie antérieure et postérieure, et j'étais vraiment très surpris de voir, vous voyez, là on est à 70%, 40% des complications, là où on est nous beaucoup moins. Alors, est-ce un fait du hasard? Vu les chiffres, je pense pas. Moi, j'ai peut-être l'hypothèse, comme je l'ai montré tout à l'heure, que les nerfs qui nous embêtent un petit peu sont plutôt à la face postérieure de l'artère. Donc quand on arrive en voie postérieure, probablement qu'on les infiltre un petit peu, alors que quand on arrive par voie antérieure, peut-être qu'on les infiltre moins. Voilà, ça c'est mon explication. Est-ce qu'elle est valable? En tout cas, voilà les taux qu'on a eu qui étaient beaucoup moins importants que par voie postérieure. Voilà les effets, non pas les effets indésirables, pardon, mais je me suis trompé là. La satisfaction des patients et des chirurgiens là aussi était vraiment très importante avec cette technique-là. Donc pour conclure et rester dans les temps, donc l'endartériectomie, pour faire ça avec une anesthésie régionale, eh bien il faut faire un bloc cervical intermédiaire, comme je viens de vous le montrer, avec environ une vingtaine de millilitres de ropivacaine à 5 mg par millilitre par exemple. Éventuellement un bloc cervical superficiel. Maintenant je le fais plus à titre systématique, je pique mon bloc intermédiaire, j'attends 10-15 minutes à peu près, ensuite je teste grossièrement C2, C3, C4 avec une petite compresse mouillée. Si le patient dit qu'il sent une différence par rapport à l'autre côté, dans ce cas-là je fais rien d'autre. Et puis si le patient me dit ah là c'est un petit peu froid, bah à ce moment-là je fais le bloc cervical intermédiaire en moustache ou en éventail. Voilà, et donc le bloc, pour conclure, le bloc cervical intermédiaire éco-guidé, c'est une technique qui est très simple, qui est efficace, qui nécessite impérativement une bonne coopération avec le patient d'une part et avec le chirurgien. Avec le patient, et on peut utiliser certaines techniques ou de sédation, d'analgésie, d'analgosédation, voire d'hypnose aussi, puisqu'on en parlait précédemment. Et puis avec le chirurgien, parce qu'effectivement, il faut savoir qu'il y a cette coopération nécessaire avec une supplémentation d'anesthésique locale qui n'est pas un échec de la technique, bien au contraire, mais qui nécessite un chirurgien coopérant et donc un complément d'anesthésique locale qui est plus ou moins fait de manière systématique. Et puis la question que je pose, moi, c'est est-ce que la voie antérieure est bénéfique par rapport à la voie postérieure? Je le pense en termes de complications, mais ça reste encore à démontrer. Voilà, je vous remercie de votre attention. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker ou à mettre des pouces bleus, des commentaires, transférer cette vidéo. Vous trouverez aussi la ligne de commentaires juste en dessous. Au revoir et à bientôt pour la prochaine vidéo.